Berti, merci d'être là, Marina. De quoi s'agit-il? De quel traité parle-t-on? Alors déjà, il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de la haute mer. Ce sont les zones qui ne font pas partie des côtes, qui sont à plus de 300 kilomètres des côtes. Et pour l'instant, pour faire simple, c'est une zone de non-droit. Et donc ce traité va mettre fin à tout cela. Ce sont des eaux internationales actuellement, des eaux maritimes qui ne sont sous l'autorité d'aucun État. Et pourtant, c'est un peu plus de la moitié de la surface planétaire. Eh bien, seulement 1% de la haute mer fait l'objet de mesures de conservation. Alors, vous le savez peut-être, vous en souvenez peut-être, en décembre, les États se sont engagés formellement à protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030. Il fallait donc agir parce qu'on le sait, la haute mer, eh bien, en haute mer, les écosystèmes marins sont menacés par le changement climatique, la pollution, également la surpêche. Eh bien, après 15 années de discussion, 4 années de négociations formelles, assez tendues, on a donc un accord qui va être adopté tout à l'heure. Et est-ce que ça peut vraiment changer la donne? C'est toute la question, là. Alors déjà, c'est un traité historique parce que c'est le premier. Le premier outil clé qu'il va mettre en place, c'est des aires marines protégées. Vous savez qu'elles existent bien aujourd'hui, mais plutôt le long des côtes, là, dans les eaux territoriales des pays. Eh bien, à l'avenir, on va créer des sanctuaires dans des zones à caractère unique. Ça, c'est la première chose à retenir, donc des aires marines protégées. Et puis, deuxièmement, les États vont devoir faire ce qu'on appelle des études d'impact. Si une activité qu'ils souhaitent mettre en place eh bien, a des impacts négatifs, des conséquences sur les écosystèmes, eh bien, ils vont pouvoir décider, eux, de l'autoriser ou pas. Alors, vous voyez bien un petit peu la difficulté parce que les ONG voulaient que ce soit l'ONU qui décide de ça, qui est le dernier mot. Ils ont en tout cas obtenu une obligation de transparence de la part des États en question sur ce projet. Et puis, dernier point important à retenir sur ce traité, il pose un principe, un partage juste et équitable des ressources. C'est ce point-là qui avait vraiment cristallisé les tensions lorsqu'il y a eu les négociations, parce que vous le savez, la haute mer, elle est très convoitée, à la fois pour les ressources minières, mais aussi pour les ressources potentiellement scientifiques, des nouvelles molécules, par exemple, pour des médicaments. Alors, comment on fait? Parce qu'évidemment, les pays les plus pauvres n'ont pas du tout les moyens d'envoyer des équipes de scientifiques très loin pour chercher ces molécules. Et donc, le traité met cela en place, un partage juste et équitable des ressources. Enfin, pour terminer, Nabia, le principal défi de tout cela, parce que c'est bien beau un traité historique, encore faut-il le faire respecter. Et là, ça va être compliqué de faire respecter tout ça dans des zones aussi éloignées. On mise beaucoup sur les satellites. Merci beaucoup, Marina. Voilà.